Depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d'une guerre civile sanglante qui oppose les forces armées nationales et les milices paramilitaires des forces de soutien rapide, alias FSR. Cependant, selon certains, cette guerre pourrait se terminer rapidement si les pays étrangers cessent de soutenir les deux camps en leur fournissant des armes. Ainsi, ce conflit, né de rivalités internes au sein de l'élite militaire soudanaise, a rapidement pris une dimension internationale. En raison de sa position stratégique en Afrique de l'Est et de ses abondantes ressources naturelles, le Soudan attire l'attention de puissances régionales et mondiales, cherchant à influencer le cours des événements. C'est pour cela que dans cette vidéo, on te propose de découvrir les raisons du conflit et les acteurs internationaux qui occupent une place importante dans la tournure des événements. En 2019, a lieu la révolution soudanaise. Elle a entraîné la chute du président Omar el-Béchir après 30 ans de pouvoir autoritaire et la naissance du Conseil de souveraineté. Ce conseil est le produit d'un accord compliqué entre les forces armées soudanaises et les mouvements de la société civile. Il représente un compromis destiné à diriger le pays pendant une période de transition vers un gouvernement démocratique. L'accord stipulait que le Conseil serait composé de 11 membres. 5 membres militaires choisis par l'armée, 5 membres civils choisis par les forces de la liberté et du changement, qui est une coalition de partis politiques et d'associations, et 1 membre supplémentaire choisi d'un commun accord entre les deux partis. La présidence du Conseil devait être assurée par un militaire pendant les 21 premiers mois, suivi par un civil pour les 18 mois suivants. Le général Abdel Fattah al-Burhan, qui commande l'armée régulière, a été nommé premier président du Conseil de souveraineté. Ce dernier profitera de ce poste et de son influence pour orchestrer, le 21 octobre 2021, un putsch qui écarte les civils du Conseil de souveraineté, épaulé par son adjoint et chef des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti. Les FSR sont les héritières des Janjaweed, une milice responsable de massacres au Darfour. Mais à la mi-avril 2023, les deux généraux ne s'entendent plus et ils se déclarent la guerre. Outre l'armée et les paramilitaires, il y a un troisième camp de plus en plus significatif, composé de groupes rebelles. Certains de ces groupes ont négocié des trêves locales, notamment au Darfour, alors que d'autres ont apporté un soutien à l'armée. Parallèlement, des civils regroupés au sein de la résistance populaire ont commencé à prendre les armes pour contenir l'avancée des paramilitaires. Il faut savoir que les tentatives de médiation menées par l'Arabie Saoudite, les États-Unis et l'Union africaine ont jusqu'à présent échoué. Alors qu'au départ le conflit se concentrait sur la capitale, au début de l'année 2024, il a commencé à s'étendre à de nouvelles zones en dehors de la capitale. D'ailleurs, par la suite, des morts civiles dues à des attaques de drones ont été signalées dans le nord, l'est et le centre du Soudan. Ainsi, en avril 2024, après plus d'1 an de guerre, au moins 16 650 civils ont été tués, selon le projet ACLED. De plus, selon l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies, 12 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer et des millions d'entre elles sont exposées à un risque immédiat de famine. De plus, le pays abrite le plus grand nombre de sans-abri du monde et l'effondrement du système médical rend le véritable bilan des victimes de la guerre inconnu. On apprend aussi que la capitale du Soudan, Khartoum, est détruite bloc par bloc. De son côté, Amnesty International a réuni des informations sur des cas de civils victimes de frappes aveugles et d'attaques menées directement contre la population civile. Certaines des violations du droit international humanitaire commises par les différentes parties du conflit constituent des crimes de guerre. Il faut savoir que le Soudan est le 3e plus grand pays d'Afrique et qu'il s'étend sur une région instable et géopolitiquement vitale. Ainsi, tout ce qui se passe militairement ou politiquement dans la capitale, Khartoum, a des répercussions sur toute la région. Le Soudan a des frontières avec 7 pays, la Libye, l'Égypte, l'Érythrée, le Soudan du Sud, le Tchad, l'Éthiopie et la République centrafricaine. Nombreux de ces pays connaissent des bouleversements, des coups d'État au Tchad, la guerre en République centrafricaine, des instabilités en Libye, la dictature en Érythrée, mais il y a aussi l'Éthiopie qui sort à peine du conflit interne qui a eu lieu dans la région du Tigré. De plus, le Soudan est à cheval sur le Nil, entre l'Égypte, où les tensions sur l'eau ne cessent de grandir,
et l'Éthiopie, où ses ambitieux projets hydroélectriques affectent le débit du fleuve. Il faut aussi savoir que le Tchad et l'est de la Libye ont été des lignes de ravitaillement essentielles pour les FSR. De plus, le Soudan fait face à une nation relativement nouvelle, le Sud-Soudan, qui s'est officiellement séparé de son voisin du Nord en 2011 après l'une des guerres civiles les plus longues et les plus sanglantes d'Afrique. Peu de temps après, de décembre 2013 à février 2020, le Sud-Soudan connaît une guerre civile. Il faut savoir que lors de son indépendance, le Sud-Soudan a emporté avec lui la plupart des précieux gisements de pétrole de la région, laissant le Soudan beaucoup plus pauvre et contribuant indirectement à la crise actuelle à Khartoum, puisque des groupes militaires rivaux luttent désormais pour le contrôle de ressources économiques en baisse, telles que l'or et l'agriculture. Ainsi, les généraux soudanais sont partis à la recherche de partenaires étrangers. Du côté de l'agriculture, il s'agissait d'inviter les États du Golfe à investir dans les terres riches qui bordent le Nil. Pour l'or, il faut savoir que le Soudan en produit beaucoup. Selon le World Gold Council, en 2022, le pays était le 16e producteur d'or mondial et le 4e producteur d'or en Afrique, derrière le Ghana, le Mali et l'Afrique du Sud. Après le début du conflit, le chef des RSF, Hemedti, a pris le contrôle de nombreuses mines d'or et plusieurs pays en profitent, comme la Russie. D'ailleurs, des accords auraient été conclus avec le groupe russe Wagner, qui est une organisation paramilitaire russe qui œuvre dans le but d'assurer la défense des intérêts extérieurs de la Russie. Ce dernier est accusé de faire sortir clandestinement de l'or du Soudan. L'État russe aurait ainsi envoyé 16 avions chargés d'or du Soudan vers la Syrie depuis le début du conflit. Grâce à cela, Wagner gagnerait plus d'1 milliard de dollars par an grâce à l'or soudanais acheté et exporté illégalement. Il faut savoir que la contrebande consomme jusqu'à 90% de l'or extrait dans le pays. Un autre problème est que ce business a exporté le conflit russo-ukrainien. Regardons ça de plus près. Les conflits dans lesquels des États étrangers clarifient leurs relations dans un autre pays sont appelés guerres par procuration. C'est donc le cas au Soudan. Mais dans le passé, il y a aussi eu ce type de guerre en Libye ou encore au Yémen. Il faut savoir que pour les renseignements militaires ukrainiens, la présence de Wagner au Soudan, qui a joué un rôle important dans le conflit russo-ukrainien, est décisive. En fait, l'Ukraine a comme objectif de combattre la Russie en Afrique pour gagner du soutien sur le continent où l'influence russe est traditionnellement forte. Ainsi, ces dernières années, l'Ukraine a ouvert une ambassade au Ghana, au Rwanda, au Mozambique, en Côte d'Ivoire, en RDC, au Botswana et en Mauritanie. Il était également prévu d'ouvrir une ambassade au Soudan, mais jusqu'à présent, la guerre l'en empêche. Ainsi, en septembre 2023, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre le chef du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan. Quelques mois plus tard, on apprend que des opérations des renseignements militaires ukrainiens du GUR, la Direction générale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, ont eu lieu contre des mercenaires russes au Soudan. Cependant, publiquement, les représentants des services de renseignement ukrainiens ne disent pas si le GUR mène réellement des opérations au Soudan. Mais en mars 2024, des journalistes du Wall Street Journal ont rapporté avoir interrogé certains agents des services de renseignement ukrainiens et des militaires soudanais. Cette enquête a permis de découvrir que le dirigeant soudanais avait pu assister à la rencontre avec Zelensky, notamment grâce aux actions à Khartoum d'une unité spéciale du GUR. Des combattants ukrainiens seraient arrivés au Soudan en août 2023 et auraient aidé le général soudanais à sortir du siège de la capitale du pays. L'objectif aurait été de remercier le Soudan pour la fourniture d'armes au cours de la première année de la guerre russo-ukrainienne. En effet, en 2022, il avait été rapporté que les forces armées ukrainiennes utilisaient des mines de mortier soudanaises de 120 mm nommées Ahmed et produites par la Military Industry Corporation Soudan. Toujours selon le Wall Street Journal, dès leur arrivée au Soudan, les soldats ukrainiens ont changé la nature de la guerre. Notamment car ils ont commencé à utiliser des drones comme le FPV et ils ont fait plusieurs raids nocturnes contre les FSR et leur allié russe, Wagner. De plus, des agents de renseignement ukrainiens ont formé l'armée gouvernementale à l'utilisation de drones et à d'autres nouvelles technologies. En plus de cela, en février 2024,
7,6 000 tonnes de farine ukrainienne ont été importées dans le pays, suivies, un mois plus tard, de 14,6 000 tonnes supplémentaires, ce qui devait suffire à aider 2 millions de personnes. Ceci est important dans un contexte où 18 millions de Soudanais souffrent d'insécurité alimentaire et 5 millions meurent de faim. Cependant, les capacités ukrainiennes au Soudan restent limitées en raison de la guerre russo-ukrainienne. Kiev ne peut envoyer que de petites forces spéciales, mais celles-ci sont dotées de technologies avancées. De son côté, la Russie dispose de plus grandes capacités au Soudan. Cependant, même si dans un premier temps, la Russie, via son groupe de paramilitaires Wagner, a d'abord soutenu les FSR, elle a par ensuite changé de camp, notant que son allié iranien fournit des drones à l'armée. D'ailleurs, Yassir Alatta, commandant en chef adjoint de l'armée soudanaise, a confirmé dans une interview la coopération militaire et économique avec Moscou, incluant un projet de base en échange de la fourniture urgente d'armes et de munitions. Il faut savoir que depuis des années, le Kremlin cherche à établir une base militaire à Port-Soudan, ce qui permettrait à ses navires de guerre d'accéder à l'une des voies maritimes les plus fréquentées et les plus contestées du monde, et d'exercer une influence sur elle. Cette dernière est la mer Rouge. Cette partie du monde est très prisée car elle relie la Méditerranée à l'océan Indien via le canal de Suez. Cela en fait une route stratégique pour le commerce mondial. De plus, la région est riche en ressources naturelles, notamment en pétrole et en gaz. Il n'est donc pas surprenant qu'un grand nombre de gouvernements cherchent désormais à influencer les événements. Mais qui sont ces pays ? Et comment essaient-ils de s'imposer dans la région? La réponse: la technologie militaire. Regardons ça de plus près. En juin 2024, l'Iran et les Émirats arabes unis ont été accusés de violer l'embargo sur les armes décrété par les Nations unies en fournissant des drones au Soudan. Par exemple, le 12 mars 2024, des soldats du gouvernement ont repris le siège de la radio-télévision d'État à Khartoum. En célébrant leur victoire, les militaires ont posté des photos et des vidéos où l'on voit clairement que l'attaque a été menée à l'aide de drones de fabrication iranienne. Quelques mois plus tôt, en janvier 2024, une vidéo est apparue sur Twitter montrant un drone de l'armée abattu par la RSF. Plusieurs spécialistes l'ayant visionné expliqueront par la suite que le moteur et la queue du drone ressemblent à un drone de fabrication iranienne appelé Mohajer 6. Ce dernier mesure 6,5 mètres de long, peut voler jusqu'à 2000 km et effectuer des frappes aériennes avec des munitions guidées en chute libre. Depuis, d'autres vidéos montrant des drones détruits sont apparues sur le net. Plusieurs autres drones ont été reconnus, dont le Zajil 3 iranien, qui est utilisé au Soudan depuis des années. En effet, il faut noter que le Soudan a une longue histoire de coopération militaire avec l'Iran. D'ailleurs, de nombreuses armes soudanaises sont des versions fabriquées localement de modèles iraniens. Mais les choses changent en 2016 en raison d'un conflit entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Le Soudan se rangeant du côté de l'Arabie saoudite. Cependant, depuis le début du conflit actuel, le gouvernement soudanais a rétabli ses relations avec Téhéran. Pourtant, l'armée soudanaise a nié avoir acquis des armes auprès de l'Iran. Mais au début du mois de décembre 2023, un Boeing 747, appartenant à la compagnie iranienne de fret Qeshem Fars Air, a décollé de l'aéroport de Bandar Abbas, en Iran, en direction de la mer Rouge, avant de disparaître des radars. Quelques heures plus tard, des satellites ont capturé l'image d'un avion du même type à l'aéroport de Port-Soudan, où sont basés des responsables de l'armée soudanaise. Ce vol a été répété 5 fois jusqu'à la fin du mois de janvier 2024, le même mois où l'utilisation de drones iraniens a été documentée. Il faut savoir que Qeshem Fars Air fait l'objet de sanctions américaines en raison de nombreuses accusations de transport d'armes et de combattants au Moyen-Orient, en particulier vers la Syrie, l'un des principaux alliés de l'Iran. De plus, avec l'aide financière du régime iranien, l'Algérie aurait fourni à l'armée soudanaise des avions de chasse russes de type MiG-29. Comme pour la Russie ou l'Ukraine, l'objectif principal de l'Iran, en se rapprochant du gouvernement soudanais, est de s'implanter dans la région. Mais l'Iran n'est pas le seul. Il y a aussi les Émirats arabes unis. En effet, les FSR ont utilisé des drones émiratis quadcoptères capables de larguer des obus de mortier de 120 mm.
Comme pour l'Iran, ce sont des images sur les réseaux sociaux qui ont permis de l'identifier. D'ailleurs, on le retrouve dans d'autres zones de conflit, comme en Éthiopie et au Yémen. Bien sûr, les Émirats arabes unis ont des intérêts économiques au Soudan et cherchent à s'implanter sur la mer Rouge. Ainsi, selon un rapport des Nations unies présenté au Conseil de sécurité au début de l'année 2024, un pont aérien composé d'avions civils a transporté des armes des Émirats arabes unis vers le Soudan pour le FSR. Selon les experts cités dans le rapport de l'ONU, l'itinéraire part de l'aéroport d'Abu Dhabi, passe par les aéroports de Nairobi au Kenya et de Kampala en Ouganda, avant de se terminer à l'aéroport d'Amdjaras au Tchad, à quelques kilomètres de la frontière avec le Soudan, où il se trouve dans le bastion de la RSF. Par la suite, les Émirats arabes unis ont démenti cette accusation et ont expliqué ne pas avoir transporté des armes, mais de l'aide humanitaire. Il faut savoir que si ces deux pays ont réellement vendu des armes au Soudan, cela violerait une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée en 2005, qui interdit la fourniture d'armes au gouvernement soudanais et aux factions armées du Darfour. Mais la position des Émirats arabes unis reste complexe. Comme évoqué précédemment, le chef des RSF, Hemedti, a pris le contrôle de nombreuses mines d'or du Soudan. Mais rapidement, il est devenu dépendant des Émirats arabes unis. En fait, à la fin des années 2010, le commerce de l'or a fait de lui l'un des hommes les plus riches du pays. À mesure que son rôle dans ce business s'est accru, ses liens avec les dirigeants de Dubaï se sont renforcés. Ensuite, à partir du milieu des années 2010, Hemedti a fourni des forces mercenaires pour combattre au nom des intérêts des Émirats arabes unis, en Libye et au Yémen. D'ailleurs, une analyse des Nations unies a révélé que les Émirats arabes unis aident les RSF en recevant de l'or que des entreprises sanctionnées font sortir illégalement du Soudan, souvent en partenariat avec des sociétés affiliées à Wagner, en le blanchissant et en l'injectant sur le marché international de l'or. Ainsi, selon les experts de l'ONU, la guerre civile soudanaise n'aurait pas pu durer aussi longtemps sans l'intervention des Émirats arabes unis. En effet, cette aide a permis au RSF de modifier l'équilibre des forces à son avantage dans de nombreuses régions du Soudan. Fin 2023, 4 des 5 États de la région du Darfour sont tombés aux mains des RSF, dont les troupes ont détruit et brûlé des villages, commis des agressions sexuelles ainsi que des massacres de masse, en plus d'entraver l'acheminement de l'aide humanitaire. Il faut savoir que les Émirats arabes unis sont depuis longtemps un haut lieu du blanchiment d'argent dont ils tireraient jusqu'à 20% de leur PIB. Le pays a déjà été réprimandé à plusieurs reprises pour leur blanchiment d'argent et leurs importations illicites d'or. En décembre 2022, l'Union européenne a ajouté les Émirats arabes unis à sa liste des juridictions de pays tiers à haut risque. Cette liste comprend des pays présentant des insuffisances stratégiques dans leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En plus des Émirats arabes unis, il y a également des pays comme l'Afghanistan, le Cameroun ou encore la Corée du Nord. Cependant, les Émirats arabes unis ont été retirés le 23 février 2024 de la liste des pays suspects du groupe d'action financière internationale pour ses progrès dans la lutte contre le crime financier. Mais il n'y a pas que les Émirats arabes unis qui bouleversent les événements dans le conflit au Soudan. Selon Amnesty International, cette guerre est également alimentée par un afflux constant d'armes dans le pays. Intitulé « New Weapons Fueling the Sudan Conflict », de nouvelles armes alimentant le conflit au Soudan en français, ce rapport explique que des armes étrangères récemment fabriquées ont été transférées au Soudan, souvent en violation de l'embargo sur les armes dans le Darfour. Cet embargo est une mesure imposée par le Conseil de sécurité de l'ONU pour limiter l'afflux d'armes dans cette région, dans l'objectif de diminuer l'intensité du conflit et ainsi de réduire la violence et les souffrances des civils, en empêchant les groupes armés d'obtenir des armes. Malheureusement, malgré ces efforts, plusieurs rapports indiquent que des armes continuent d'entrer dans le pays. En septembre 2024, l'ONU a prolongé l'embargo pour une année supplémentaire, espérant ainsi atténuer la crise humanitaire en cours. Les pays concernés qui ne respecteraient pas cet embargo sont notamment la Chine, les Émirats arabes unis, la Russie, la Serbie, la Turquie et le Yémen. Ainsi, Amnesty International a constaté que des armes légères et des munitions provenant de divers pays
sont utilisés sur le champ de bataille par diverses parties au conflit. De plus, des brouilleurs de drones de technologie avancée, des mortiers et des fusils antimatériels fabriqués en Chine ont été utilisés par les deux parties du conflit. Mais également, divers types de véhicules blindés de transport de troupes récemment fabriqués et provenant des Émirats arabes unis ont été utilisés par les FSR. Enfin, des centaines de milliers d'armes à blanc ont été exportées par des entreprises turques vers le Soudan ces dernières années, ainsi que des millions de cartouches à blanc. L'organisation pense que ces armes pourraient être transformées en armes létales à grande échelle dans le pays. L'organisation a également constaté le détournement, au profit des différentes parties du conflit, d'armes légères normalement vendues sur le marché civil. Par exemple, des entreprises en Turquie et en Russie ont exporté des variantes civiles d'armes légères. On peut notamment retrouver le fusil de précision Tigre et le fusil Saiga MK, qui sont tous les deux fabriqués par l'entreprise russe Kalachnikov Concern. Ces armes sont normalement destinées aux civils, mais elles ont été vendues à des marchands d'armes ayant des liens étroits avec l'armée soudanaise. Il y a aussi Sarsmilaz, le principal fabricant turc d'armes légères et qui compte parmi les fournisseurs de l'armée soudanaise. Il y a tellement d'armes sur le marché que leur prix a baissé. Par exemple, la valeur du pistolet a été divisée par 4 en passant de 800 000 livres soudanaises, soit 1330 $, à 200 000 livres soudanaises. Cela a comme répercussion que de plus en plus de Soudanais se procurent des armes, dans un contexte où il y a une montée en puissance de la criminalité. Mais aussi car auparavant, ce qui était le plus cher lors de l'obtention d'une arme, c'était la licence. Cependant, elle n'est plus obligatoire aujourd'hui. Ainsi, les ventes n'ont jamais été aussi élevées. Pour contrer cela, Amnesty International suggère que le Conseil de sécurité de l'ONU doit étendre l'embargo sur les armes au reste du Soudan et renforcer ses mécanismes de surveillance et de vérification. Mais dans le conflit au Soudan, la technologie n'est pas qu'à travers les armes militaires. En effet, en octobre 2023, une campagne utilisant l'intelligence artificielle pour usurper l'identité d'Omar el-Béchir, l'ancien dirigeant du Soudan, a reçu des centaines de milliers de vues sur TikTok. C'est un compte anonyme qui a publié ces vidéos et affirmé divulguer des enregistrements de l'ex-président. La chaîne a posté des dizaines de clips, mais la voix ne correspond pas. L'ancien dirigeant, accusé d'avoir organisé des crimes de guerre et qui a été renversé par l'armée en 2019, n'a pas été vu en public depuis près d'1 an et serait gravement malade. Ce dernier nie les accusations de crimes de guerre. En fait, comme il n'a pas été vu depuis autant de temps, ces vidéos interpellent et ajoutent du mystère dans un pays en crise. Mais ce compte TikTok nous montre aussi comment de nouveaux outils peuvent distribuer du faux contenu rapidement et à moindre coût via les réseaux sociaux. Le compte, nommé The Voice of Sudan, a donc divulgué plusieurs messages qui semblent être un mélange d'anciens audios et de conférences de presse, de reportages et d'enregistrements attribués à Béchir. Les messages prétendent souvent être tirés d'une réunion ou d'une conversation téléphonique et semblent granuleux comme pour un appel d'une mauvaise ligne téléphonique. Ce serait un logiciel de conversion vocale qui a été utilisé pour imiter la parole de l'ancien président. Ce logiciel est un outil ingénieux qui permet de télécharger un extrait audio et de changer le son de la voix dessus. Mais dans quel objectif ces vidéos ont-elles été inventées et postées sur les réseaux? La motivation pourrait être de faire croire au public que Béchir va essayer de légitimer un point de vue politique particulier en utilisant la voix de l'ancien dirigeant. Après que le compte ait fait la une des journaux, celui-ci a été banni par TikTok. Mais revenons un instant sur les pays qui ont un impact sur le conflit au Soudan. En février 2024, le journal Foreign Affairs publie un article choc nommé « Dirty Money is Destroying Sudan ». En français, l'argent sale détruit le Soudan. L'objectif de l'article est d'exprimer comment les États-Unis peuvent empêcher le blanchiment d'argent de financer la guerre au Soudan. Il faut savoir que dès 2023, les États-Unis se sont associés à l'Arabie Saoudite pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu. Mais cela a échoué et le seul moyen d'y arriver serait, selon le journal, que les États-Unis augmentent considérablement leur pression financière sur les mandataires qui aggravent la guerre, notamment les Émirats arabes unis, la Russie et l'Iran, qui sont, comme tu l'as vu, d'importants fournisseurs d'armes. Comme on l'a vu précédemment, l'or et la contrebande d'armes amplifient la guerre.
Ainsi, en empêchant les dirigeants soudanais de faire passer de l'or en contrebande, on réduirait leur capacité à poursuivre les combats. Toujours selon l'article, à court terme, pour ramener la paix au Soudan, un cessez-le-feu doit être trouvé et des couloirs sûrs pour l'acheminement de l'aide humanitaire doivent être mis en place. Ces négociations de cessez-le-feu doivent également donner la priorité à un accord politique de transition qui est essentiel pour mettre fin à la violence et jeter les bases d'une gouvernance future où les groupes civils seront impliqués et mis en avant. Cependant, cette idée semble bien ambitieuse. Déjà en 2023, la vice-présidente américaine Kamala Harris et d'autres responsables américains ont cherché à dialoguer avec les dirigeants des Émirats arabes unis, les exhortant à cesser de soutenir les RSF. Cependant, depuis cet échange, rien n'a changé. L'Union européenne, l'ONU et l'Union africaine essayent également d'exercer des pressions diplomatiques pour mettre fin aux hostilités, mais cela a peu d'effet pour le moment. Il est donc clair que la présence d'autres pays réduit les chances de trouver une solution politique à la situation sécuritaire, politique et humanitaire si difficile du Soudan, en plus de risquer de compromettre la stabilité régionale. Pourtant, alors que les acteurs régionaux et mondiaux poursuivent leurs propres agendas, les souffrances de la population soudanaise s'aggravent, tandis que les perspectives de paix s'éloignent. À l'heure actuelle, seule une solution politique impliquant un cessez-le-feu et la présence des citoyens au niveau politique semble pouvoir mettre fin à cette guerre complexe. Cependant, l'implication croissante d'intérêts étrangers pourrait rendre ce processus encore plus difficile, transformant le Soudan en un nouveau champ de bataille pour des puissances extérieures.